de la République de la Guinée, M. Alpha Condé, qui a parlé de l'élevage tout à l'heure dans son discours et a parlé de ça longuement. L'élevage est très souvent dans les pays africains considéré comme une activité supplémentaire à une culture. Mais aujourd'hui, je pose la question à M. Kobenon Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. Donc l'élevage est considéré généralement comme une activité supplémentaire, comme peut-être une ressource financière en cas d'imprévu ou en cas de malheur. Et quels sont, selon vous, les leviers pour que l'élevage soit non seulement une ressource d'alimentation, mais surtout une activité rémunératrice? Merci. Je voudrais au moment de commencer mon propos dire merci au gouvernement chérifien pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et remercier au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, Sa Majesté le Roi, pour l'honneur qu'il a fait à la Côte d'Ivoire en acceptant d'y aller à 2 reprises. Et nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été impressionnés par le fait que le roi se soit déplacé pour aller poser des premières pierres. Et ce qui nous a le plus marqué en ce qui concerne notre ministère, c'est de contribuer aujourd'hui à mettre en place le village des pêcheurs pour permettre à nos petits pêcheurs de disposer d'un atout pour faire leurs activités. Donc ce serait être ingrat au moment de prendre la parole si je ne lui dis merci. Merci aussi à mon collègue ministre de l'Agriculture qui fait un travail remarquable à la tête de son ministère et qui œuvre aussi pour la cohésion sociale, etc., etc. C'est vrai, vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, la base de notre économie nationale repose sur l'agriculture. C'est pour cela que le président Houphouët-Boigny en son temps disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'élevage donc au niveau de la Côte d'Ivoire pour nous est très important parce qu'il occupe environ 360 000 exploitants. Cependant, il demeure encore dominé par le système traditionnel. Et pour revenir à votre question, qui me demande de parler des leviers à actionner pour transformer l'élevage en une activité rémunératrice et pérenne, je puis citer 5 éléments fondamentaux qui constituent des leviers déterminants. Le premier, c'est le foncier rural. Le second, c'est l'appui conseil qu'il faut donner aux exploitants agricoles qui œuvrent dans le domaine de l'élevage. Le troisième, c'est l'accès aux intrants du point de vue sanitaire ou zootechnique. En ce qui concerne le foncier rural, c'est le point de départ de toute activité agricole au sens large, parce qu'il faut pouvoir disposer d'une parcelle de terre pour installer son élevage et l'exploiter en toute tranquillité sans être menacé d'une éventuelle expropriation. L'acquisition d'une parcelle de terre donc permet de sédentariser l'élevage, contrairement à l'élevage transhumant qui cause beaucoup de dégâts aux cultures. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, nous a fait étalage de ce que constitue la transhumance et les dégâts que cela pose. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, une loi a été votée et promulguée en 1998. Elle n'est pas encore pleinement appliquée,
Dieu merci, tout récemment, à la faveur d'une visite que le ministre de l'Agriculture a rendue aux députés européens, nous avons eu l'information que l'Europe s'engage à nous aider pour appliquer effectivement cette loi-là qui va permettre à nos producteurs de disposer de parcelles de terre pour développer leurs élevages. Il y a aussi l'accès au financement. Malheureusement, vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit, les gens ne se souviennent de la viande, de la nourriture que quand ils ont faim. Et pourtant, c'est une activité qui nous concerne tous. Chaque jour que Dieu fait, nous mangeons d'abord le matin, à midi et le soir. Mais le secteur, par exemple, de l'élevage n'attire pas les partenaires financiers parce que pour eux, c'est un secteur à risque. Et ça pose un énorme problème. Mais figurez-vous, tout à l'heure quand nous serons au repas, la première des choses que les gens vont demander, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que vous voulez, le menu. On dit, moi je prends par exemple du steak de bœuf, du poulet et de bien d'autres choses. Le riz et autres constituent des garnitures. Mais on ne semble pas s'intéresser à l'élevage en tant que tel parce qu'on pense que c'est un secteur à risque. Or, l'agriculture, d'une façon générale, c'est ça qui fait le monde. Sans nourriture, plus rien ne peut exister. Même quand on fait la guerre, à un moment donné, on arrête la guerre et on sait qu'on doit pouvoir manger. Et quand on veut manger, c'est du riz. Nous avons des terres propices au développement du riz, de l'élevage et de bien d'autres choses. Malheureusement, nous ne disposons pas de grands moyens. C'est difficile parce que j'aurais voulu disposer d'assez de temps pour développer le secteur que vous pour développer la question. Il y a aussi l'aspect conseil, parce qu'il est socialement dangereux d'engager des jeunes promoteurs sans moyen de leur donner des conseils. Et de ce point de vue-là, nos éleveurs, pour être conformes aux réalités modernes, doivent pouvoir disposer d'appui conseil. Et également, au-delà de l'appui conseil, il y a les infrastructures de commercialisation et de transformation. Parce que nous faisons de la production, mais si nous faisons de la production qu'il n'y a pas de débouché pour permettre que ces producteurs-là disposent d'un minimum pour continuer leur activité, ce serait la catastrophe. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur le ministre. Et on termine donc cette première table ronde مع السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي. سيد الوزير، الفلاحة التضامنية أو العائلية أو الفلاحة الصغرى لها علاقة وطيدة بالأمن الغذائي. المملكة المغربية أطلقت ربما قبل 6 سنوات مخطط المغرب الأخضر، وبدت أن هذه الاستراتيجية واضحة، أي أن الأمن الغذائي مرتبط ارتباط وطيد بهذه الفلاحة التضامنية. برأيك ما هي خصوصية هذه المقاربة وما هي القطيعة التي أحدثتها مع الماضي، وربما هل هناك أمثلة عن هذه القطيعة؟ شكرا. هو في المغرب كاين موجود تقريبا 1,500,000 استغلالية فلاحية. 80% ديال هذه الاستغلاليات الفلاحية هي يعني ديال الفلاحة التضامنية أو الفلاحة العائلية، وهي اللي عندها ارتباط كبير بالعالم القروي، ارتباط كبير كذلك بالشغل. فلهذا يعني ملي جا مخطط المغرب الأخضر عمل من الأولويات ديالو أنه تكون واحد الدعامة اللي هي خاصة، يعني بك نقولوا دعامة هي سياسة خاصة للفلاحة الصغيرة والفلاحة التضامنية، لأن هي واحد النوع ديال الفلاحة اللي كتلزم باش الدولة تاخذ المسؤولية ديالها وتعمل استثمارات مخصصة لهذه الفئة وهذه الشريحة من يعني من العاملين في القطاع. فمثلا في السنة ديال 2014 الحكومة المغربية عملها 400 مليون ديال الدولار كاستثمار فقط، يعني في هذه الدعامة الثانية ديال الفلاحة الاستثمارية في الفلاحة التضامنية، لأنه أولا برامج متعددة
كنعملوا الغرس، كنعملوا السقي، كنعملوا يعني معامل ديال التثمين، حيث الحمد لله انه الان وصلنا ملي بدا مخطط المغرب اخذ اكثر من 220 الف هكتار اللي تعملت لها الغرس، اكثر من 65 الف هكتار اللي كانت يعني عندها واحد الامباكت على القضيه ديال السقي، وكذلك واحد 140 وحده ديال التثمين اللي هي وجدات. كل شيء هذا الشيء هذا لا يمكن ان يتعمل كذلك الا اذا كان موازاه مع هذا يعني الارشاد الفلاحي بعض المنتوجات البنكيه اللي هي مخصصه لهذه الشريحه، وغادي يكون نقاش كيظهر لي في يعني في الدائره الطويله يعني اللي غادي تكون من بعد هذه. وكذلك انه يمكن كذلك باش هذاك لو ريسك اللي كيكون تعطى امكانيات في لاسيورونس يعني في التامين، بحيث انه الحمد لله الماده الاولى اللي خرجنا ديال لاسيورونس ديال الحبوب عطات نتائج، مشينا من 30 الف هكتار اللي كانت كتعمل الحبوب وصلنا ل 700 الف هكتار، واليوم توقعت امام الانظار ديالكم كذلك الاشجار ديال الفواكه اللي غادي يمكن نحافظوا عليها بهذا الشيء ديال لاسيورونس. وهذا الشيء كله يعني القطاع الخاص يمكن يلعب واحد الدور كبير عن طريق التجميع وعن طريق يعني تكون عنده واحد الرؤيه شامله ديال التسويق. ولكن كيبقى انه يعني الدوله يعني المسؤوليه ديال الدوله في هذا القطاع، لانه كاين واحد الفرق كبير باش الفلاح يوصل لهذا المستوى اللي كنتمناو انه يوصلوا ليه، باش يكون الدعم ديال الدوله وتكون المتابعه والاجراءات حتى ان شاء الله انه الامن الغذائي يجي من هذه الشريحه اللي هي جد مهمه. شكرا لك السيد الوزير. بدنا ناخذ ربما ليس كل الاسئله التي تم طرحها حتى نتجاوز الوقت المخصص لهذه الطاوله المستديره. الاولى ناخذ مثلا على سبيل المثال السؤال رقم 10. يقول السؤال بالفرنسيه: Que fait-on pour faciliter, privilégier l'accès au marché pour les produits de l'agriculture familiale? Et la question est pour vous, Monsieur Arnouch. Je pense que, de manière générale, l'objectif principal, c'est de structurer les marchés. C'est la valorisation et la transparence des marchés est quelque chose de fondamental. On s'adresse au marché à l'export, mais on s'adresse aussi au marché national. Plus nous avons des marchés qui sont fluides et qui sont transparents et qui sont simples, et plus les produits et de l'agriculture de manière générale et aussi encore plus l'agriculture familiale vont pouvoir atteindre ces marchés pour être distribués. Et ça, c'est pour le plan Maroc vert aujourd'hui, c'est un grand challenge et sur ce qu'on travaille pour les années futures. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Donc on va s'arrêter avec cette question. Je suis sûr que le débat va continuer soit pendant la deuxième table ronde ou sinon juste après la deuxième table ronde, c'est-à-dire pendant le déjeuner avec nos panélistes et nos ministres. Merci à vous. Je vous remercie donc pour votre présence à cette 7e édition des Assises de l'agriculture. Merci encore d'être parmi nous. Et on va passer directement, sans tarder, pour vous libérer pour le déjeuner à la deuxième table ronde. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir assisté à cette première table ronde. Merci pour donc vos réponses. La deuxième table ronde a pour thème la transition d'une agriculture vivière vers une agriculture de marché. الطاولة المستديرة الثانية: الفلاحة التضامنية من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة السوق. جينجل. الطاولة المستديرة الثانية تبدأ الآن. رجاء العودة إلى مقاعدكم. Merci. On va commencer de suite la deuxième table ronde. Je vous invite tous à rejoindre vos places. Donc on va échanger avec vous pendant une petite demi-heure avant d'aller
toutes et tous déjeuner. Donc, comme je l'ai indiqué pendant la première table ronde, aussi vous pouvez poser vos questions, espérant qu'on va respecter le temps consacré donc, à ces deux tables rondes, surtout à cette deuxième table ronde où nous allons recevoir des banquiers, mais aussi des responsables de coopératives. Première table ronde donc ministérielle, deuxième table ronde, comment faire pour transiter d'une agriculture vivière à une agriculture de marché. Le rôle du secteur bancaire sera primordial. Nous allons aussi poser la question sur des success stories de par le monde, y compris le Maroc. Donc je vous invite à rejoindre vos places. Et sans tarder, j'appelle M. Carlos Pérez del Castillo, président du CGIAR. Bonjour. M. Tarek Sejmessi, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc. M. Marco Ferroni, directeur exécutif de la Fondation Segenta pour l'agriculture durable. Madame Aïssata Koïta, présidente de la coopérative Sokole d'éleveurs au Mali. Monsieur Mohamed Issa Nolbari, directeur général de la Fondation Grameen Krishi, qui nous vient du Bangladesh. Et enfin, Madame سهاد أزنود رئيسة تعاونية أرياف كيسان لإنتاج زيت الزيتون. Je pense que on est toutes et tous là. Donc nous allons commencer sans tarder cette deuxième table ronde sur la transition de l'agriculture vivière vers une agriculture de marché. إذا نبدأ هذه الطاولة المستديرة الثانية حول الانتقال من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة السوق. أبدأ معك. إذا on commence donc avec vous, Monsieur Tarek Sejmessi. Comme je l'ai indiqué, le rôle du secteur bancaire est primordial dans ce genre d'agriculture, l'agriculture familiale. Est-ce que vous pensez que cette agriculture est économiquement pérenne? Si oui, quels sont les freins à son développement et quel doit être le rôle joué par le secteur bancaire dans ce domaine? Je vous remercie. Si vous me permettez, je vais rebondir sur une statistique qu'a donnée Monsieur le ministre tout à l'heure, c'est-à-dire que 80% des exploitations agricoles sont des exploitations agricoles dont on peut estimer qu'elles sont à caractère solidaire et familial. Donc ça signifie que 80% de notre clientèle naturelle est une clientèle à caractère solidaire et familial. Et donc l'idée n'est pas de se poser la question, est-ce que c'est une activité pérenne? Parce que l'alternative c'est quoi? C'est de les abandonner. Donc l'idée n'est pas de se poser cette question, l'idée c'est de trouver les moyens et les outils pour pouvoir les accompagner. Et je pense qu'au niveau de notre groupe, c'est ce que nous faisons. Alors pour cela, nous avons tout un diagramme d'activité. Ça commence par l'agriculteur bancable, on va dire naturellement, c'est-à-dire qu'il peut offrir des conditions de solvabilité et de garantie suffisantes et qui pourraient être d'ailleurs financées par n'importe quelle banque. Et puis ensuite, juste en dessous, il y a une catégorie d'agriculteurs qui sont des agriculteurs non bancables au sens traditionnel du terme, et pour lequel nous avons mis en place des structures ad hoc, une structure que nous appelons Tmouil Fillah, qui est une structure qui est adossée à un fonds de garantie et qui permet de toucher des agriculteurs qui sont rentrés des agriculteurs donc familiaux, mais qui sont rentrés dans un cercle vertueux, en général des programmes, soit qu'ils soient des agrégés, donc dans des programmes d'agrégation,
soit que ce soit des agriculteurs qui sont entrés dans la foulée du pilier solidaire du plan Maroc Vert. Donc le fait qu'ils rentrent dans une activité qui, elle, est solvable et viable, leur donne la solvabilité et la viabilité. Donc c'est quelque part du project financing, là où il n'y a pas suffisamment de garanties pour assurer la pérennité du projet, il y a la viabilité de l'opération qu'ils mènent qui assure cette pérennité. Et puis en dernière catégorie, il y a toute la partie, on va dire, vers le bas, des tout petits agriculteurs qui échappent complètement au système bancaire traditionnel, qui malheureusement parfois font l'objet d'une véritable exploitation par des usuriers et pour lequel le rôle des associations, des banques, des systèmes financiers, c'est de venir se substituer à ces systèmes et créer des systèmes alternatifs dont le microcrédit est une des composantes importantes. Donc si vous voulez, voilà, vous avez le schéma pour les tout petits microcrédits, pour les intermédiaires, mezzocrédit, c'est-à-dire un crédit pour ceux qui sont adossés à des programmes gouvernementaux, et puis pour les grands ou ceux qui sont solvables, la banque traditionnelle. Et je voudrais juste ajouter un dernier point, pour ne pas trop m'étaler là-dessus, mais on pourra peut-être répondre à des questions. Je voudrais dire que dans l'agriculture familiale, il faut bien comprendre que l'agriculture familiale est multiforme. Et qu'en général, un agriculteur, dans la structure familiale, n'est pas monoculture. Il y a l'agriculture d'un côté, il peut y avoir de l'artisanat, il peut y avoir un travail spécifique exercé par quelques membres de la famille, parfois pour la valorisation de produits de terroir. Et donc, si une banque veut comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, je dirais, sociétaux, elle doit rentrer dans le détail du fonctionnement de la famille et trouver une solution ad hoc pour chacun des membres de la famille. Voilà un premier point. Et le deuxième point, et je m'arrêterai là, c'est qu'il faut aussi bien comprendre que l'agriculture familiale n'est pas un terme homogène. Lorsque vous êtes en périmètre irrigué, avec 3-4 hectares, vous pouvez déjà rentrer dans le cadre d'une agriculture plus structurée, avec des revenus significatifs. Dans ce que nous appelons au Maroc le bourg défavorable, c'est-à-dire les endroits qui sont très mal arrosés par la pluie, avec 50 hectares, vous êtes encore dans de la petite agriculture de survie. Donc il faut faire attention à ne pas placarder non plus des labels à tort et à travers. L'agriculture familiale ne se définit pas par la superficie, elle se définit par le mode de conduite. Merci. Merci à vous, Monsieur Taler Sijlmassi. On reviendra tout à l'heure pour parler du microcrédit avec Monsieur Mohamed Ihsanoul Bari, mais juste avant, nous allons parler maintenant de la recherche. La recherche avec Monsieur Carlos Pérez del Castillo, le président du CGIAR. CGIAR, c'est le Consortium of International Center of Agriculture Research. Monsieur Del Castillo, nous avons naturellement tendance à croire que la recherche bénéficie généralement aux grands agriculteurs. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, vous allez donc nous dévoiler ça. Mais comment pouvez-vous nous expliquer quel rôle la recherche joue et peut jouer pour le développement de la petite agriculture, des petits agriculteurs, et comment l'approfondir? Thank you very much. First of all, let me tell you that I do not share the view that international agricultural research has been oriented towards medium and bigger farmers. We can even look at an example 4 years back and look at the key role that the CGIAR played in the Green Revolution by providing high-yielding varieties that preventing the famine and the starvation and the lives of many million people in South and Southeast Asia, to see that this research was very much oriented to small farmers. And since then, over the last 40 years, we have continued to put the bigger accent in small farming, in smallholder farming. Agricultural research for development at the moment is guided by the contribution it can make to 4 strategic objectives.
the reduction of rural poverty, the improvements of food security, improvements in health and nutrition, and a sustainable use of agricultural resources. And this has been the guiding principle. We want results in the field. We want impact on the field on these objectives in order for the research to be worthwhile doing. We are not doing research for the sake of doing research. And since, as we heard today, 80% of the food produced in developing countries comes from smallholders, it is only logical that our major concern is to meet the challenges of these smallholders in our research. Now the question that you ask is, how do we do that? How have we been doing this? Well, we have been doing it through a number of extensions of our results for the farmers to adopt them. We have done it in the field of crop genetic improvements by putting at the disposal of these farmers varieties that can be drought tolerant, that can be salinity tolerant, that can be flood tolerant, that are resistant to pests and diseases. And these they can adopt very quickly without any important investments by the smallholder farmers. We have done this by giving them the access to varieties that have micronutrients, like zinc and vitamin A and iron. We have done this by putting at their disposal the best farming practice, how best to manage water, how best to manage land, which are very scarce resources. We have done this by contributing to the establishment of seed banks and their distribution. We have done this by improving the productivity of livestock, small livestock, health, their feed. And we have done this by capacity building, by advising them on market access, on value chains, etc., etc. There are many, many examples that I could share with you, but for sake of time, I think that I will stop here. Thank you. Tout à fait, merci beaucoup. Et, je vous invite encore les 4 panélistes qui nous restent à ne pas dépasser les 5 minutes pour laisser donc la parole au public pour poser au moins 2 ou 3 questions avant d'aller déjeuner. Donc nous avons parlé de la recherche, mais il est temps de parler du microcrédit. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Mohamed Ihsanoul Bari, السيد محمد إحسانول باغي المدير العام لمؤسسة جرامين كريشي. هذه المؤسسة التي كان من ورائها الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد الدكتور محمد يونس. سيد إحسانول، برأيك كيف يمكن أن نتحول من الزراعة أو الفلاحة العائلية المعيشية إلى فلاحة منظمة في إطار مؤسسة؟ Thank you. Assalamu alaikum. First, I want to give you the greetings from Bangladesh, from our organization, Grameen Agriculture Foundation, and greetings from Nobel laureate Professor Muhammad Yunus, who is the founder of Grameen Bank and other Grameen companies. Thanks for giving me the chance to talk to the audience. Bangladesh, you know, has become independent in 1971, and Bangladesh is a developing country of South Asia. The population is about 160 million, but the total area is only 150,000 square kilometer. You know, our land is very short, very little area, but the population is very big. But after hard working, the economy of Bangladesh is concentrated in agriculture, and the sector contributes about 35% of GDP. And there is a tremendous development achieved in Bangladesh economy during the last 3 decades. Now, with 160 million people, Bangladesh is self-sufficient in food. And
we are not exporting any food items from any other countries, but sometimes we are exporting some foods. And all the time, if you visit Bangladesh, you will see the fields are full with the various crops with like rice, wheat, maize, jute, sugarcane and other vegetables, and fruits and spices and oil crops also. I am working in Grameen Fisheries and Livestock Foundation more than 30 years with Professor Yunus, and in Grameen Agriculture Foundation I am working more than 7 years. The Grameen Agriculture Foundation is an agriculture-based non-government organization, and our foundation undertaken a wide range of agriculture activities aimed at alleviating poverty amongst poor and marginal farmers and attaining self-sufficiency in food production and food security. Grameen Agriculture Foundation efforts are directed towards establishing agriculture as distinct industry through the implementation of various agriculture projects. Our main objectives to assist the nation in achieving self-sufficiency in food production and ensure food security for the rural poor, to increase income employment opportunities within the agricultural sector for rural men and women, and to give a special emphasis for women empowerment, to enhance appropriate crop diversification for effective utilization of underutilized and fallow land, and for improving the nutritional availability. Another objective, we have to promote private sector seeds and plantation materials at farm level to meet quality requirements for the farmers and as well as for the nation. But the moderator raised the question about the credit. All along we worked for delivering the microcredit. In Grameen Fisheries and Livestock Foundation and Grameen Agriculture Foundation, both we are distributing microcredit. In Grameen Agriculture Foundation, we have already distributed $40 million to the more than 100,000 farmers. And right now, 92,000 small farmers, they are taking microcredit from our farms, our foundation. To provide credit with input credit facilities, training and technical support for crop production and diversification on both on-farm and off-farm activities for marginal and small farmers for development of an improved and integrated farming system, including fisheries and livestock, poultry and agroforestry. Here the time is very short, but I have to say 2 minutes about the family farming. Most of the population of Bangladesh lives in village. Half of them live under poverty line. About 68% of the labor groups are engaged in various agricultural activities in insufficient cultivable lands. In this situation, without a diligent and stable agriculture sector, no success of any mechanism taken can be achieved for alleviating poverty, because 35% of the total domestic production of the country is controlled by agriculture sector. One thing I want to tell you, this year, our main problem is in Bangladesh, the political unrest, this year, the farmers produced more than 10 million metric tons potato. And due to the political unrest, 3 months, they could not send it to the city or the capital. So due to this problem, they were in very problem. They sell their products in very cheap rate, and the middlemen, they take the market, and they are now taking profit. So there are a lot of problems in Monsieur Bangladesh. Barry, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez conclure? Please? Just can you finish? Okay, just 1 minute. Yeah, thank you. And in Bangladesh, only 350 cold storage, but only for 6 lakh ton potato you can keep the cold storage, but rest we have no capacity to store. But time is short. We have another project for food security, that is CLDDP. The FAO, Honorable DG was here, and he knows about this project. That is CLDDP, Community Livestock and Dairy Development Project. It is the complete livestock project, and it makes the farmers group and make the
a small enterprise. Time is today short. In future, if anybody interested, you please raise hands and I will send our information by mail. Thank you very much. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Mohamed Hassanoul Bari. Sûrement le débat continuera après cette deuxième table ronde. Monsieur Marco Ferroni, vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Syngenta pour l'agriculture durable. Donc vous êtes en plein cœur de l'agriculture familiale. Mais selon vous, quelles sont les réflexions à apporter aujourd'hui et à développer pour favoriser une transition de l'appui à une agriculture dirigée vers le secteur public plutôt que vers le secteur privé? Merci, Monsieur le Président, et permettez-moi de suivre l'exemple de M. Bari et de M. Pérez del Castillo et de faire mon intervention en anglais, non sans me remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cet important débat. I think that the first point that comes to mind as I'm reflecting on your question has to do with how we visualize the smallholder or the family farm problematique. I think that family farmers have often been viewed as the object of charity and aid and sometimes not very well conceived subsidies. And I think that this is actually not compatible with their dignity, because all farmers are, at least by aspiration, entrepreneurs. Farming is a business. And if the rest of us can rise to the occasion by providing the support that they have a right to have, then they will respond with the production response that is necessary for food security at the household level and the national level as well as the global level. And they will respond with measures whereby agriculture gets intensified and diversified in ways that are sustainable in environmental terms. All of this is possible if we collectively rise to the occasion of making available the three things that all farmers always want. And those three things are technology, services, and access to markets. And of course, in addition to those three things, which are more things that at the micro level have to be provided, and farmers have to be and want to be contacted with respect to those goods, have to be augmented by the right kinds of governmental policies, the right kinds of stability, so that the private sector can come in and work with farmers on the input side and the output side. And I think that that is the vision of agriculture that I will propose that we should have. And if we have it, there is no opposition between food crops and cash crops. Many of the cash crops are in any case food crops to begin with, but rather there is a complementarity between the two. Now, when I refer to technology, technology in agriculture always turns around five things. The first has to do with genetic improvement. The second has to do with soil health and soil fertility solutions. The third has to do with mechanization and irrigation solutions. The fourth has to do with crop protection methods, whether it be through the chemical route or through integrated pest management and so on. And the fifth has to do with the integration of the above by means of good management. And here I want to make a plea for agronomy. The world does not have enough agronomists. We need more agronomists. We need to improve management of agriculture so that we can get to that goal of sustainable intensification. Now, this is something about technologies. When it comes to services, which I mentioned as the other major ingredient, these services typically essentially have to do with risk management. So this is about information, it's about extension services, for example, and it's very centrally, it has to do with financial solutions, in particular in the form of credit, and also and this is my previous speaker, the banker on our panel has spoken about this, and also crop insurance. And I'm proud to state on this occasion that our foundation has been reasonably successful over the last 4 or 5 years, developing agricultural index-based weather solutions that are now in the market commercially in Kenya and Rwanda, and are set to grow rapidly and massively, scaling up from there. On the matter of access to markets, the term doesn't really need explanation, except to say that it is not necessarily easy,
to link small-scale farmers with limited capabilities to remunerative value chains. But there is one major thing which is new historically and creates actually an opportunity that we have not had in the past, and the Plan Maroc actually speaks to this very eloquently, and that is the fact that in countries or continents, regions like sub-Saharan Africa, as well as other developing parts of the world, of course, we have been having very good dynamic economic growth. What that does is it increases the demand for food, as we have seen in the recent years and so on, and that's the opportunity that was not there before, whereby it should be possible, and there are good examples that all of us, I think, on the panel, and including myself, could be talking about if there were time, whereby you can argue that it is possible by means of the right kinds of projects, the right kind of management solutions and so on, the right kinds of services to farmers, to link them to predictable and remunerative supply chains, agri-food value chains that speak to and feed into the increasing demand for food that economic development and growth, as well as other processes such as urbanization, bring with them. So I'm optimistic. I'm not trying to or suggesting that we're facing a small challenge. The logistical and managerial challenges are major, but there are opportunities out there that are being seized and could be seized much more under the right kinds of partnerships and approaches to agricultural development with the smallholder as an entrepreneur in mind. I'll stop here, Mr. Moderator. Yeah, thank you. Merci beaucoup, Monsieur Farodi. Merci beaucoup. Désolé encore pour le manque de temps. Il nous reste encore quelques minutes. Vos questions sont affichées ici. Je les reçois sur l'iPad. Donc n'hésitez pas à encore nous envoyer vos questions et à poster vos questions. Nous avons aujourd'hui parmi nous aussi deux femmes, deux exemples de deux coopératives, l'une dans l'huile d'olive et l'autre dans l'élevage. Commençons par notre invitée du Mali, Madame Aïssata Kouita. Vous êtes donc présidente de la coopérative Sokole, d'éleveurs au Mali. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du commencement de cette aventure? Quelles difficultés vous avez rencontrées et surtout quel rendement aujourd'hui? Est-ce que vraiment être en coopérative aujourd'hui aide à développer un business? Merci. Assalamu alaikum. Est-ce que vous pouvez juste approcher le micro, s'il vous plaît? J'ai commencé l'élevage dans une situation très difficile. Mais aujourd'hui, Dieu merci. À cause de l'insémination artificielle en 2009, notre production a amélioré. Le début, nous pouvons traire 40 vaches, même on trouve 20 litres de lait frais. Mais à cause de l'insémination artificielle en 2009, nous trouverons 800 litres par jour. Mais il y a deux périodes, dans les périodes de l'hivernage. On trouve beaucoup de lait. Mais à cause de la difficulté de l'alimentation, dans les saisons chères, nous descendons jusqu'à 200 litres. C'est une difficulté chez nous. Dans la coopérative, nous étions 80 adhérents. Au début, même on trouvait 20 litres de lait. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons trouvé des petits éleveurs qui amenaient du lait, plus de 100 personnes. Mais les grands producteurs, tous amènent leur lait au Mali lait, à l'usine. Mais aujourd'hui, Dieu merci, à cause des petits éleveurs que nous avons, qui nous fournissent beaucoup de lait, il y a le gouvernement qui nous a construit un centre, le projet du développement de valorisation de lait local cru. Il nous a construit un centre et nous a équipés. Donc nous avons des petits éleveurs qui amènent leur lait chez nous. On prend le lait à 350 et on le revend à 400 francs. Donc cela nous a fait beaucoup
cela a augmenté notre production. Donc, nous remercions l'insémination artificielle que Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc nous a donné un nombre de 125 000 doses pour l'insémination artificielle pour l'élevage. Merci. Merci à vous. On vous souhaite bon courage dans cette aventure. Vous n'êtes pas la seule à se lancer dans cette aventure. Vous êtes deux femmes ici présentes. Avec nous aussi Madame Souhad Aznoud. Madame Souhad Aznoud, أنت رئيسة تعاونية إنتاج زيت الزيتون أرياف كيسان. ربما سأطرح نفس السؤال، الفلاحة التضامنية أو الفلاحة العائلية، ما هي القيمة المضافة التي يجلبها التنظيم المهني داخل هذه التعاونيات، سواء تعلق الأمر بالداخل داخل التعاونية أو حتى خارج التعاونية فيما يتعلق بالحصول على مساعدات الدولة؟ السلام عليكم. في الحقيقة سهل بالنسبة لي نكون مع النحيلات ديالي كنكون في هذا الجمع. في الأول غنقدم نفسي سهاد أزنود، نحالة وفلاحة وتنسير مأوى سياحي ورئيسة تعاونية أرياف كيسان اللي موجودة في جماعة القروية كيسان، دائرة غفساي، إقليم تاونانت. غنبدا بالشكر. في الحقيقة مني تيكون الحوايج غادي مزيان خص نردوا الجميل الناس اللي في الحقيقة في هذه السنوات الأخيرة شفنا واحد التغير كبير بالنسبة للقطاع الفلاحي، وكاين واحد المجهودات جبارة بالنسبة لهذا القطاع حقيقة. احنا كتعاونية فلاحية غنقدم تعاونية فلاحية فيها تقريبا 21 عضو، تقريبا 30% نساء، اللي الرئيسة هي أنا، وكاين الكاتبة ديال رئيس المال. وبالنسبة للتعاونية ديالنا استفدت بواحد المشروع في 2012 كمشروع تسمين زيت الزيتون، وداخل هذا الشيء في هذا المخطط المغرب الأخضر الدعامة الثانية، واستفدنا من الآلة وبدينا تقريبا هذه 3 سنوات وحنا تنتجو. الوغ شنو زادنا مني تأسسنا كتعاونية؟ في الحقيقة نهار اللي بدينا من 21 عضو كاين 1 ولا 2 اللي تيديروا زيت الزيتون بكر ممتاز. هذه زعما الحقيقة تنديروا العينات هذا كان 2 الناس. الآن نقدر نقول لكم بأن 100% تينتج زيت الزيتون بكر ممتاز. وزيادة على هذا، هذه في شهر نوفمبر 2013 تمنا المنتوج ديالنا وجعلناه زيت الزيتون بكر ممتاز. العلامة هي غفساي، الا بغيتيو غدا ان شاء الله تجيو تذوقوا الزيت ديالنا. احنا هاد القطاع زيت الزيتون في الحقيقة في الإقليم تقريبا 70% كان ملي تذوق الزيتون كان نقولوا شومي، انه في الحقيقة ماشي زيت مزيانة. والآن ملي واخا ماشي التعاونية ديالنا تنمشي نشوف تعاونيات وحدة أخرى ملي تنضيق زيت الزيتون كاين واحد الجودة في الحقيقة اللي ولات دابا في الإقليم، وهذا جيد. وهذا تيرجع علاش؟ لأن تكتلنا ومشينا بهذا القطاع مع وزارة الفلاحة لقدام. المشروع ديالنا كان فيه خصنا نقولوا الممولين، كان فيه الفلاحة، هذا كان فيه القطاع ديال وزارة الفلاحة، كان فيه الينداج المبادرة الوطنية. وغنشكر جلالة الملك لأن في الحقيقة هاد المبادرة الوطنية هي زادت بزاف بالنسبة للمغرب. وكانت فيه الوكالة الشمالية اللي هي عطاتنا آلة ديال التعصار. ملي بدينا القطاع ديالنا أول حاجة كان التكوين لأن كيفاش غنجنيو هاد الزيتون، كيفاش غنعصروه وهذا، وبها التكوين وصلنا هاد الجودة. أخيرا
كنا عضو مؤسس للجي الوحده غفساي. الوغ الجي هو المجموعه ذات النفع الاقتصادي، لان حنا كنتعاونيه في الحقيقه قدرنا نسيروا التعاونيه ديالنا بين 21 قدرنا نسيروها. بالنسبه للمجموعه ذات النفع الاقتصادي فعلا واصلين للجوده، فعلا جو زيت الزيتون بكر ممتاز، ولكن الفلاحه خصهم يفهموا واحد الحاجه، انهم خصهم يستثمروا في الموارد البشريه. حنا كفلاحه نجو زيت الزيتون مزيانه، ولكن تقولوا لنا نسيروا الموارد البشريه احنا ما عارفينش لهذا الشيء. اذا خص في الحقيقه البيرو المسير. ربما هذا هو السؤال اللي طرحينه علينا الناس. ختمي الجمله ديالك باش لا غنختم باش ندوزو الاسئله ديال تري بيان. دونك اذا خص الفلاحه هما يفهموا بانهم كاين شي حوايج يقدروا يديروها، كاين شي حوايج ما تيقدروهاش. والان غندير واحد هذا بالفرنساويه الله يخليك، لان الناس لي فرانكوفون دي بيي افريكان جو في مادريسي ان فرونسي s'il vous plaît. Allez-y rapidement, mais il y a la traduction. L'agriculture familiale, l'agriculture familiale ne peut se réaliser, bien sûr qu'il y a la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, l'agriculteur, il a besoin qu'on l'aide au niveau de tout ce qui est technique. Parce que les femmes maintenant, on se rend compte, le fait qu'elle n'a pas de rente, elle a tendance à se diriger vers une autre activité qui est génératrice de revenus. Et les associations, les coopératives ont permis la valorisation de la femme, ont permis à la femme de rester dans l'agriculture. Ça, c'est une chose très importante, c'est à signaler. Maintenant, ce qu'il faut, c'est au niveau technique. L'agriculteur, il a moins de main-d'œuvre parce que les enfants étudient. Les femmes, quelquefois, elles ont d'autres activités. Il faut aussi tout ce qui est technique, notamment la recherche, tout ce qui est labour, tout ce qui est labour, tout ce qui est c'est les broyeurs notamment, parce que qui dit agriculture familiale dit agriculture avec le minimum d'intrants. Donc il faut absolument voilà, il faut un appui aux agriculteurs au niveau technique, le message est clair. Je reviens juste à votre... Je conclue, s'il vous plaît, je conclue. Nous les agriculteurs, qu'on soit dans les montagnes, s'il vous plaît, je vais conclure, qu'on soit dans les montagnes, les zones arides, les zones oisiennes, ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de subventions, on a besoin d'aide certes, mais on a besoin de vivre de ce qu'on produit. Je vous remercie. Merci à vous. Mais je reviens à une question que vous avez donc posée. Et je la pose à Monsieur Carlos Pérez del Castillo. Donc il y a une question du public qui vous est posée. La transition d'une agriculture vivière à une agriculture de marché passe forcément par un programme de qualification, de formation. Donc on revient à votre question des agriculteurs. What do you think? Bon, je vais essayer de répondre en français. Je pense que oui, effectivement, les agriculteurs ont besoin qu'on leur donne les informations, les connaissances et aussi les expériences que d'autres ont eues pour pouvoir marcher dans cette direction. Mais ceci étant dit, je crois qu'il faut qu'on se rappelle de beaucoup de choses qui ont été rappelées dans ce panel aussi. À part ces informations, à part ces technologies, pour pouvoir passer une économie de marché, il faut avoir les services, il faut avoir l'infrastructure et il faut aussi avoir l'accès au marché qui quelquefois est difficile d'accroître. Merci à vous, Monsieur Castillo. Une question qui est posée à Monsieur Tarek, si je m'assieds. Peut-on avoir plus d'informations sur les principaux modes de fonctionnement du modèle Tamwil Fallah au microcrédit? Alors, cette question, en fait, je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez technique. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent avoir plus d'informations à ce sujet à se joindre à nous. Samedi, nous avons une conférence dans cette même salle sur le financement de l'agriculture en Afrique et on va rentrer dans les mécanismes sur le financement en Afrique. Mais ce que soulève cette question, c'est qu'en réalité, l'agriculture a besoin d'argent, c'est clair. Elle ne peut pas vivre exclusivement par les subventions de l'État, même si les subventions de l'État sont véritablement le catalyseur premier,
mais il faut qu'il y ait des leviers pour que les subventions de l'État soient démultipliées. Donc c'est extrêmement important. L'État a besoin que des partenaires financiers, que ce soit des bailleurs de fonds internationaux et a fortiori son système bancaire national, viennent s'inscrire. C'est d'ailleurs à ce titre-là que nous avons signé tout à l'heure avec M. le ministre la convention pour reconduire une enveloppe de 25 milliards de dirhams dans le financement du plan Maroc vert. Maintenant, pour nous en tant que banquiers, quelle est la principale difficulté? La difficulté, c'est que vous avez d'un côté les règles bancaires internationales, BAL 1, BAL 2, BAL 3, et vous avez de l'autre côté la réalité sur le terrain, qui est donc cette agriculture familiale composée d'une vaste majorité de la population, qui sont les citoyens, et qui ont un droit à l'inclusion financière. Et ma position, mais c'est de plus en plus une position qui est communément admise, c'est que les règles de Bâle sont des règles qui sont venues pour renforcer des systèmes financiers mondiaux contre des dérives mondiales qui n'ont rien à voir avec la petite agriculture familiale. Les règles bâloises sont venues lutter contre des dérives de non-étanchéité entre la banque d'investissement et la banque de détail, entre la création de produits dits toxiques et les produits de l'activité économique réelle. Mais pourquoi voulez-vous qu'un agriculteur de l'agriculture familiale, de la campagne marocaine ou de la campagne africaine vienne être exclu du système de financement parce qu'un banquier à New York a commis des idioties financières? Donc c'est pour ça qu'il est essentiel que les Africains, les banquiers, prennent en main un petit peu leurs réflexions et trouvent des produits qui soient adaptés à la réalité du terrain pour être utiles à leur propre pays. Donc bien sûr, nous respectons les règles bâloises, on ne se met pas hors la loi, mais nous créons des mécanismes comme celui-là qui nous permettent de prendre en compte la réalité du terrain marocain. Voilà. Et le détail, si vous voulez, samedi dans cette même salle, on vous le donnera de manière extrêmement détaillée. Merci à vous, Monsieur Tariq Sijmassi. Merci à vous toutes et à tous donc d'apporter ces éclaircissements pendant cette deuxième table ronde. Merci Monsieur Del Casio, Monsieur Ferroni, Monsieur Ihsanoul Bari, Madame Kouita et ainsi que Madame Souhad Aznoud. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté donc à cette 7e édition des Assises de l'Agriculture. Shukran لكم مرة ثانية على حضور أعمال هذه الدورة السابعة للمناظرة الوطنية للفلاحة. أدعوكم جميعا لتناول وجبة الغداء. Donc je vous invite toutes et à tous au déjeuner. Bon appétit, شهية طيبة بصحة وراحة.